Bonsoir. Troisième séance donc, sur ce cycle Liberté et déterminisme. Et dans cette séance-ci, on va découvrir un déterminisme vraiment intégral. Quoique, alors étonnamment et paradoxalement, les stoïciens qui professent ce déterminisme causaliste strict, en même temps, défendent le fait qu'il est compatible avec la responsabilité de l'action humaine. Et donc ça paraît très étonnant. On se demande comment ils vont pouvoir réaliser cette compatibilité. Et donc on va commencer par voir en fait comment ils justifient, comment ils développent ce déterminisme, et ensuite comment ils essayent de néanmoins sauvegarder quelque chose comme une responsabilité de l'action. Donc les stoïciens, c'est un courant qui se partage entre une époque grecque, une époque moyenne, disons, et une époque franchement romaine. Alors, c'est seulement le stoïcisme ancien, donc le stoïcisme vraiment grec, qui a développé une très importante argumentation théorique sur la question des causes, la question logique des possibles, et puis la question morale de la responsabilité. Alors que plus on avance dans le temps, plus le stoïcisme se contente des questions éthiques et ne s'occupe plus tellement de théorique. Alors pour tout ce qui est théorique, ils se réfèrent tout simplement aux anciens et les prennent telles quelles, y compris quand des choses, échappent un peu à leur compréhension, quand ils estiment ne pas tout comprendre, ça ne les intéresse pas plus que ça, pourvu qu'ils puissent simplement établir les préceptes de vie. Les préceptes de vie, ils sont vraiment focalisés à ce moment-là sur la pratique. Donc les stoïciens anciens, ce sont ces trois-là, Zénon de Citium, Cléante et Chrysippe. Ils se situent dans la génération juste après Aristote, donc on est dans la deuxième moitié du IVe siècle, plus le IIIe siècle. Ensuite, le stoïcisme moyen, c'est vers le IIe siècle. Tout ça, c'est dans la période dite hellénistique, donc période où les cités n'existent plus comme entités indépendante, et où en fait c'est la Macédoine qui gouverne donc la Grèce et puis qui s'étend progressivement. Et ensuite ça passe à l'Empire romain. Alors les stoïciens romains, c'est Sénèque, 1er siècle de notre ère, l'empereur Marc Aurèle et Épictète, l'esclave qui était néanmoins stoïcien, et ça se situe plutôt vers le 2e siècle de notre ère. Donc on va étudier plutôt les anciens, et ça ne va pas être facile parce que de ces anciens, on n'a aucun texte qui nous soit parvenu de manière complète. On n'a aucun ouvrage complet, on n'a que des fragments et des témoignages. Les témoignages, en plus, sont souvent issus de personnes qui étaient en désaccord avec le stoïcisme. C'est plutôt des détracteurs qui ont écrit des ouvrages qui nous sont parvenus, de sorte qu'on peut toujours soupçonner qu'ils les présentent de manière peut-être plus contradictoire qu'ils ne l'étaient vraiment, ou qu'ils passent sous silence certains renseignements importants. Enfin bon, il faut quand même se dire que comme on a beaucoup de sources qu'on peut recouper entre elles, on peut tout de même en tirer un corpus assez complet, mais il faut faire ce travail. Alors ce travail de récolte des fragments et des témoignages, il a été fait tout au début du XXe siècle par un philologue allemand, c'est toujours les philologues allemands qui ont fait ce gros travail-là, qui s'appelait Hans von Arnim, et donc qui les a édités en grec. Donc son travail, ça a été de récolter tout ce qui était chez des auteurs qui couvrent une dizaine de siècles et qui sont complètement épars et de types différents. Donc son travail a été de récolter tout ça, de sélectionner juste ce qui concernait les stoïciens, mais il ne les a pas traduits. Donc c'est uniquement en grec, et ça s'appelle Stoicorum Veterum Fragmenta, donc fragments des stoïciens anciens. Alors je le signale parce que après, quand on indique les sources, on se réfère à ça sous la forme SVF. SVF, c'est ce rassemblement de références. Alors, tous les fragments et témoignages recueillis par von Arnim, plus encore d'autres, ont été édités en anglais par Long et Sedley. Donc il y a 2 volumes comme ceci, et ces volumes-là, donc qui sont augmentés par rapport à von Arnim, ont été ensuite traduits en français par Brunswick et Pellegrin. Et toutes ces références, elles vont se trouver sur les documents, donc dans les notes qui se trouvent sur le site
Je ne crois pas qu'il est nécessaire de rappeler l'adresse du site. Vous tapez Université populaire de Marseille, ça apparaît. Donc tout ce qui est renseignement bibliographique sera dans ces notes. Nous allons particulièrement utiliser comme source, pour ce cours-ci, donc pour ce qui a un rapport avec le déterminisme et la liberté, Cicéron, Épictète, Diogène Laërce et Alexandre d'Aphrodise. Alors, Cicéron, c'est un orateur du 1er siècle avant notre ère, du temps de César, plus ou moins, un orateur politique et judiciaire, et qui philosophe à ses moments perdus, on peut dire. En fait, quand la situation politique est telle qu'il en est écarté, parce que c'est ses adversaires qui sont à l'avant-plan, à ce moment-là, il se retire dans sa propriété et il fait un peu de philosophie. Donc ce n'est pas un grand philosophe, mais pour le stoïcisme, alors c'est une source très précieuse. Il n'est pas farouchement anti-stoïcien, même s'il n'est pas convaincu par eux, donc il est assez neutre dans sa présentation. Et lui, en fait, le courant dans lequel il s'inscrit le plus volontiers, c'est le courant qu'on a appelé la Nouvelle Académie. La Nouvelle Académie, donc en référence à l'Académie de Platon, mais qui, disons, est beaucoup moins, qui est déjà assez éloignée de la théorie platonicienne qu'on connaît, qui est beaucoup moins rigoureuse sur les questions théoriques et qui professe en fait quelque chose de proche du scepticisme, donc une certaine suspension de jugement sur certaines questions trop difficiles, ou qu'on considère qu'on ne doit pas trancher. Et donc le philosophe auquel se réfère systématiquement Cicéron dans cette Nouvelle Académie, c'est Carnéade, donc qui se situe au IIe siècle avant notre ère. Épictète, donc lui c'est un stoïcien, mais c'est un stoïcien tardif, donc quand même d'époque romaine, qui peut servir de source pour les anciens, mais ne les discute pas, ou ne discute pas les difficultés. Et puis Diogène Laërce, alors ça, Diogène Laërce, on l'a déjà vu à plusieurs reprises comme source aussi pour les présocratiques, pour à peu près tous les philosophes de la Grèce. Donc lui, il se situe au tout début du IIIe siècle de notre ère, donc on avance dans le temps là. C'est un doxographe, donc il récolte des opinions de manière anecdotique, plus par curiosité, en s'intéressant aussi à la vie, du moins à la vie un peu légendaire de chacun des philosophes. Donc il n'est pas une source très précieuse en ce qui concerne vraiment les théories, mais en fait, sur certains points, en fait, il nous apporte des informations uniques, donc très importantes. Et puis enfin, il y a Alexandre d'Aphrodise, que je vous ai déjà présenté à propos d'Aristote. C'est un aristotélicien du IIe siècle, fin du IIe siècle, de notre ère aussi. Ils écrivent tous en grec, même s'ils sont romains. Et donc lui, il est très opposé aux stoïciens, dans la mesure où les stoïciens réfutent Aristote. Donc lui, il défend systématiquement la théorie d'Aristote contre les stoïciens. Donc voilà le contexte doxographique, ce par où on a nos informations. Le système causaliste stoïcien, on va le découvrir, disons, de la manière la plus complète et la plus précise, grâce à Alexandre d'Aphrodise dans le premier texte que vous avez. Souvent, ils ne font pas de différence entre les auteurs stoïciens, mais ça vise toujours ces trois anciens. Quand on passe aux Romains, il s'agit vraiment d'autre chose. On a des théories qui sont très influencées par d'autres courants, et c'est plus du tout... vraiment, on ne peut plus en parler de la même façon. Donc les stoïciens anciens, disent que ce monde, le nôtre, qui est unique et contient en lui tous les étangs. Il n'y a pas de distinction entre un univers qui serait peuplé de plusieurs mondes, comme on a chez les épicuriens par exemple. Donc ce monde est unique, il contient en lui tout ce qui existe, est gouverné par une nature vivante, rationnelle et pensante, et possède une direction éternelle qui se déploie selon un certain enchaînement ordonné. Donc tout est dirigé par quelque chose qui est vivant, rationnel et pensant. Alors, c'est un matérialisme très très poussé, celui des stoïciens, parce que cette nature est absolument inséparable de la matière. Il l'appelle aussi Dieu, et il l'appelle Logos. Alors, il l'appelle en l'appelant Dieu et en faisant malgré tout quelque chose qui est présent dans l'ensemble de tous les étangs.
ils en font donc une forme de panthéisme. Ce n'est pas un Dieu transcendant ou séparé, ce n'est pas un Dieu créateur, il n'a pas créé ce monde, c'est simplement le principe d'organisation de ce monde. Principe d'organisation de ce monde qui donne à chacune des choses qui existent sa raison, comme ils disent, son logos propre, c'est-à-dire sa description, sa forme, sa définition, sa spécificité. Donc il y a un seul logos unique, qui est la rationalité du monde tout entier, qui se subdivise en autant de choses qu'il existe, en autant de petits logoi qu'il existe de choses dans ce monde. Et donc, en fait, on a un système dynamique parce qu'il y a constamment une communication entre les logoi de chacun des petits étangs et le logos général. Ça se passe sous forme matérielle. Il y a une matière subtile qui est véhicule du logos, qui est le véhicule du logos, qui est le support sur lequel le logos se diffuse et qu'ils appellent le pneuma. Pneuma, ça a donné en latin spiritus, et spiritus, c'est l'esprit. Donc, au départ, c'est quelque chose de matériel, c'est un souffle en fait, c'est un air qui circule. Donc, vous voyez qu'on a un monde dont toutes les parties sont reliées entre elles par ce logos et ce pneuma, et qui sont censés avoir une rationalité globale. Alors, rationalité dans quel sens ? C'est à la fois dans le sens simplement de chacune a son essence qui lui est propre et est en relation avec les essences qui la produisent et celles qu'elle produit elle-même. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi l'idée que le logos est providentiel, ou le Dieu qui dirige l'ensemble de ce... Alors sans être personnifié, il est néanmoins providentiel, en ce sens que tout est fait pour le mieux. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est providentiel, tout est fait pour le mieux. Donc c'est aussi une rationalité dans le sens de le meilleur est réalisé. C'est rationnel au sens de c'est le mieux organisé possible. Donc voilà ce qu'il pense de ce monde unique. Les premières choses sont les causes de ce qui vient après elles. Alors première, non pas dans un sens chronologique, parce que en fait le monde est éternel. Il faut cependant ajouter que dans leur système, ce monde passait quand même par des phases toujours répétées et qui aboutissaient toujours à une certaine étape de conflagration universelle. Donc conflagration, tout s'enflamme, tout devient feu. Et donc régulièrement, l'univers tout entier devient feu, et puis il recommence à se développer selon toutes ses particularités, et donc toute sa diversité, et donc tout le reste se recrée à nouveau, toujours sous l'effet des mêmes causes. Et par conséquent, ils en ont tiré une théorie de l'éternel retour. Parce que chaque fois que le monde reprend son développement après une conflagration, il le reprend exactement de la même façon. Parce que les mêmes causes sont à l'œuvre de la même façon. On a les mêmes matières, les mêmes causes, donc ça se développe de la même façon. Et y compris, les mêmes personnes vont renaître et refaire exactement la même vie. Donc notre vie va être répétée une éternité de fois. Évidemment, ça vous fait penser à Nietzsche. Nietzsche a repris cette idée, alors plus comme une hypothèse éthique, mais n'empêche pas. Donc les premières choses sont les causes de ce qui vient après elles, et toutes choses étant ainsi liées entre elles, il n'y a rien qui se produise dans le monde sans qu'une autre chose s'ensuive de toute façon et en dépende causalement. Ni réciproquement, aucun des événements postérieurs qui soit capable de se détacher de ceux qui l'ont précédé, de manière à ne pas suivre l'un d'eux en y étant liés. Donc on voit comment ce déterminisme causal est en fait un enchaînement de causes. Chaque chose est nécessairement liée à ce qui l'a précédé et ensuite donnera nécessairement une autre. Mais de tout ce qui se produit, une autre chose s'ensuit, qui en dépend nécessairement comme d'une cause, et tout ce qui se produit a quelque chose qui le précède, dont il dépend comme d'une cause. Rien en effet n'existe ni ne se produit sans cause dans le monde, du fait que rien de ce qui se trouve en lui n'est détaché et séparé de tout ce qui l'a précédé. Car le monde serait déchiré et divisé et ne serait plus un seul, toujours gouverné suivant un seul ordre et un seul arrangement, si l'on y introduisait un mouvement sans cause.
effectivement, s'il y avait un mouvement qui surgissait indépendamment des autres causes, c'est comme s'il y avait une rupture, une fracture dans cette homogénéité de l'ensemble du monde. Or, c'est ce qu'on introduit si tout ce qui existe et se produit n'a pas des causes précédentes qu'il suit par nécessité. Si on dit qu'un certain enchaînement n'est plus nécessaire, donc une cause peut produire une chose ou une autre. À ce moment-là, c'est comme si on introduisait quelque chose de plus par rapport à cette cause précédente. Cette cause précédente ne suffit plus à expliquer ce qui la suit, puisque ce qui la suit peut résulter ou non d'elle. Donc on est obligé d'introduire quelque chose de nouveau, et donc on brise cette continuité du monde. Donc voilà la raison pour laquelle, en raison donc d'un holisme, le tout est complètement lié, homogène, et d'un monisme aussi, matériel et logique, il ne peut pas y avoir de brisure dans l'enchaînement des causes. Ils disent que se produire sans cause revient au même et est aussi impossible que venir du non-étant. Donc quelque chose qui se produit sans cause, c'est comme s'il venait de rien. Effectivement, puisqu'il n'y a pas de cause, c'est comme si c'était de rien. Donc c'est absurde, ça c'est vraiment une manière de dire pour les Grecs, c'est complètement absurde, c'est évidemment impossible. Quoi qu'il y ait plusieurs sortes de causes, ils disent que pour chacune d'entre elles, il est aussi vrai qu'il est impossible, si sont les mêmes toutes les circonstances entourant la cause et ce dont elle est la cause, que tantôt un effet en résulte et tantôt un autre. Car si cela arrivait, il y aurait un mouvement sans cause. Vous voyez que c'est une théorie bien ficelée et bien cohérente, qui entraîne donc une sympathie universelle. Sympathie universelle, tout est lié en fait dans le monde, parce que tout, par l'intermédiaire d'une cause ou de l'autre, est lié à tout autre événement, et donc tout cela est impossible à briser. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas la moindre faille par où pourrait s'immiscer ce qu'on avait vu pour Platon et Aristote, donc une certaine causalité différente qui est indépendante de celles qui l'ont précédée. Donc alors en plus, les stoïciens identifient ça au destin. Donc ils reprennent cette ancienne et traditionnelle notion de destin qu'on appliquait de manière assez non physique en fait, non scientifique. On disait simplement voilà, c'est mon destin de devenir tel ou tel ou de réaliser telle ou telle chose. Bon, c'était dans un sens très peu démonstratif et rigoureux. Mais ils reprennent ça et donc l'identifient à cet enchaînement nécessaire des causes et des effets. C'est ça qu'ils appellent le destin. Et ils vont même jusqu'à trouver une étymologie fantaisiste pour dire que le mot qui signifie destin en grec, c'est le mot heimarméné, viendrait en fait du mot heirmos, qui signifie enchaînement ou série. Donc ils le font venir de là. En fait, cette étymologie est fausse, parce que le mot heimarméné vient d'un verbe qui signifie recevoir en partage ou recevoir par le sort, justement. Donc c'est un ancien verbe qui dit « Ah voilà, quel sort m'est échu », on utilisera ce verbe-là. Donc c'est vraiment dans ce sens fataliste de ce qu'on reçoit, ou simplement dans le sens du hasard. Qu'est-ce qu'on reçoit à la naissance, même si on ne croit pas qu'il y a une prédestination pour autant. Alors, comment est-ce qu'ils vont pouvoir justifier que malgré tout, il y a une responsabilité de l'action humaine dans un tel enchaînement nécessaire? Ils vont essayer de le prouver d'abord par des arguments logiques, parce ils développent beaucoup la logique et ils proposent beaucoup de raisonnements qui sont strictement au niveau des propositions, des enchaînements de propositions, et puis ils vont donner des arguments qui sont plus au niveau de la distinction entre différentes causes, justement. Donc d'abord les arguments logiques. Alors, du point de vue logique, si vous vous souvenez, donc la semaine dernière, on avait vu que chez Aristote, les propositions futures particulières n'avaient pas une valeur de vérité, donc n'étaient encore ni vraies ni fausses, parce que justement, pour les cas particuliers, qui n'obéissent pas à une règle naturelle, on ne sait pas encore si la chose va se passer ou pas, et en plus, il n'est pas déterminé si elle va se passer d'une façon ou d'une autre. Et comme ce n'est pas encore établi, déterminé, ce n'est encore ni vrai ni faux. Les stoïciens s'opposent à ça. Ils estiment qu'il y a une bivalence des propositions, y compris futures. Bivalence de propositions, ça veut dire qu'une proposition est nécessairement vraie ou fausse. Donc elle ne peut pas être les deux, et elle ne peut pas être ni l'un ni l'autre.
Et donc, ils appliquent aussi la bivalence aux propositions futures. Mais à ce moment-là, donc, ce serait plutôt une preuve en faveur du déterminisme, de nouveau. Hein, ça confirme le déterminisme. Si on peut déjà dire qu'un fait futur est vrai ou faux, c'est qu'il est déjà prévu et il peut se passer que d'une seule façon, bien sûr. Alors, par quel raisonnement? D'abord par un raisonnement négatif. En réfutant un raisonnement qui supprime le possible, ils vont essayer de montrer que le possible existe. Donc, alors que la bivalence du futur nous fait plutôt penser que tout est nécessaire et qu'il n'y a plus de possible, ils vont néanmoins essayer de défendre que le possible existe. Et quel est ce raisonnement qu'ils contredisent d'abord? Donc ils le montrent d'abord de manière négative en contredisant un raisonnement contre le possible, et ensuite ils vont le montrer de manière positive en apportant leur propre définition du possible et du nécessaire. Donc cet argument contre le possible vient d'un certain Diodore, qui est un dialecticien de l'école de Mégare. Donc, l'école de Mégare, c'est une école dite socratique, donc qui a suivi immédiatement l'enseignement de Socrate, et qui se rattache à un des aspects de l'enseignement de Socrate. Alors, dans le cas des mégariques, ce sont des dialecticiens, au sens où Aristote parle de la dialectique dans les topiques, c'est-à-dire au sens, non pas de la dialectique platonicienne, celle qu'on a vue dans la République, celle qui permet de remonter au principe comment dit-on, anhypothétique, enfin au principe inconditionnel. Donc ce n'est pas la dialectique platonicienne, c'est une dialectique qui consiste à faire des joutes verbales entre deux adversaires, et donc à essayer de défendre une thèse contre un adversaire à partir de prémices admises par les deux. Donc on va poser des prémices qui sont en général des prémices généralement acceptées, bien admises, et à partir d'elles, on va essayer de tirer une conclusion que l'adversaire va être contraint à reconnaître, même si au départ il était contre. Donc le but, c'est d'avoir raison contre un adversaire, indépendamment, la plupart du temps, d'une recherche de la vérité. C'est pas qu'on cherche absolument à défendre une vérité, on cherche à l'emporter. Donc voilà, en gros, ce que faisaient les dialecticiens. Et donc, s'attaquer l'époque, c'est déjà au IVe siècle. C'est surtout Chrysippe qui a le plus écrit et qui est le plus connu pour avoir essayé de combattre sur ce terrain les arguments opposés. Quel est le raisonnement de Diodore? C'est celui-là que Épictète nous a transmis. Donc c'est le deuxième texte. Cet argument s'appelle dominant. Alors les arguments recevaient toujours un nom pour les situer, mais on ne comprend pas toujours, ici en l'occurrence, on ne comprend pas pourquoi il s'appelle dominant. Il y a un argument qui s'appelle par exemple l'argument paresseux, qui signifie en fait l'argument du paresseux. C'était le fameux argument pour dire que si tout est déterminé, alors ce n'est plus la peine de faire des efforts, c'est plus la peine d'agir, puisque de toute façon les choses vont se passer. Donc c'est l'argument du paresseux, mais on l'appelait l'argument paresseux. C'est pas l'argument qui est paresseux, bien sûr, mais donc peut-être qu'ici, c'est la même chose, que l'argument dominant veut dire l'argument du dominant, c'est possible, et que donc on utilisait un exemple de quelqu'un qui domine pour asseoir cet argument. Bref, l'argument dominant est posé à partir de ce genre de point de départ. Si se combattent mutuellement les trois propositions suivantes, donc on va partir de trois propositions qui ne peuvent pas être admises en même temps, parce qu'elles se contredisent. Et à partir de ces trois propositions, Diodore, puisqu'il est l'auteur de cet argument, dira il faut nécessairement en exclure une, et pour lui, il exclut la troisième en disant les deux premières sont nécessaires, en faisant admettre à son adversaire que les deux premières sont nécessaires, donc la troisième n'est pas possible. Donc, quelles sont ces propositions ? Donc, tout ce qui s'est passé est nécessairement vrai. Alors, il y a des difficultés de traduction parce que selon la manière dont on traduit, le sens est un petit peu différent. On verra dans l'exemple que je vais vous donner après qu'il faut l'interpréter probablement comme toute vérité dite à propos du passé, à propos d'un événement passé, est nécessaire.
Si on dit une vérité à propos d'un événement passé, elle est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que le passé ne peut plus changer, donc si c'est vrai, ça ne pourra plus être faux. Donc il y a une nécessité des vérités passées. 2. Une chose impossible ne résulte pas d'une possible. Et 3. Quelque chose de possible qui n'est pas vrai, ni ne le sera. Il y a quelque chose de possible qui n'est pas vrai, ni ne le sera. Ça, c'est la proposition que conteste Diodore, puisqu'elle affirme le possible. Elle affirme un possible qui ne va pas se réaliser. Donc effectivement, c'est ce qui est le possible. Enfin, pour qu'il y ait deux possibles, il faut bien qu'il y en ait un qui va se réaliser et un autre qui ne va pas se réaliser. Donc pour qu'on dise que les possibles sont vraiment ouverts, il faut bien qu'il y en ait qui ne se réalisent pas. Ça, c'est clair. Sinon, s'il n'y en a qu'un seul qui est possible, parce que c'est celui qui va se réaliser, c'est plus la peine de dire qu'il est possible, il est nécessaire. Okay? Donc pour qu'il y ait du possible, il faut qu'il y ait quelque chose qui se réalise et une autre qui ne se réalisera pas, mais qui, avant que l'autre se réalise, était toujours possible, était dite possible. Donc c'est celle-là qui va essayer de contester. Devant ce conflit, Diodore se servit du caractère persuasif des deux premières pour établir que rien n'est possible s'il n'est vrai ou ne le sera. Alors je passe une partie où il décrit un peu comment les autres philosophes après lui ont essayé de contester l'argument. Et il conclut, si on me demande, et toi lesquels retiens-tu? Je répondrai que je ne sais pas. Donc je dis, Épictète, là il ne se prononce pas. En fin de compte, ça ne change pas grand-chose pour lui, pour son attitude. Donc peu importe pour lui. Mais que selon mes informations, Diodore retenait la première paire, donc la 1 et la 2 pour lui étaient vraies, il excluait du coup la troisième, le cercle autour de Pantoïdès, qu'on ne connaît pas, et de Cléante, le stoïcien, la seconde paire, donc c'est-à-dire la deuxième et la troisième. Donc ceux-là choisissaient de rejeter la première prémisse, et le cercle autour de Chrysippe, la troisième paire, c'est-à-dire la première et la troisième, donc Chrysippe rejetait la deuxième prémisse. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenant comprendre l'argument? Et d'abord le comprendre tel que Diodore l'a montré. Bon, parce que c'est pas trivial, Enfin, je ne sais pas si ça vous a paru trivial à la lecture, mais moi, ça ne me l'a pas paru du tout. Je me suis dit, je ne vois même pas pourquoi ces trois propositions sont contradictoires entre elles. Mais non. En m'inspirant de Long et Sedley, donc, qui explique à partir d'un exemple. Donc je reprends leur exemple. Ils partent d'ailleurs de l'idée que c'est peut-être bien un argument à propos de quelqu'un qui domine. Et donc, ils disent, supposons que une certaine personne, disons qui s'appelle Dion, n'a jamais dominé ou n'a jamais été au pouvoir, n'a jamais régné. Supposons que Dion n'a jamais régné, qu'on le sait, que c'est une vérité reconnue, on le sait. Donc, on peut mettre... On peut poser que la proposition Dion règne est fausse. Okay. La proposition Dion règne est fausse. À partir de là, on peut poser aussi, enfin on peut en déduire, que la proposition il était vrai dans le passé que Dion régnerait. Donc cette proposition-là est fausse aussi. Puisqu'on dit que Dion n'a jamais régné, celle-ci est fausse. Il était vrai dans le passé que Dion régnerait, c'est faux aussi. Cette proposition est fausse, puisqu'il n'allait pas régner. Donc elle est fausse aussi. Alors, si on prend maintenant la proposition contradictoire à celle-là, et qu'on dise il était faux que Dion régnerait. Cette proposition-là, elle est vraie. Il était faux dans le passé que Dion régnerait, puisqu'il n'a jamais régné. Donc, elle est vraie. Alors, en plus, en vertu de la première proposition qu'on a vue dans le texte, en vertu de la proposition
tout ce qui est passé est nécessairement vrai, donc tout ce qui est vrai dit du passé est nécessairement vrai. Quand on dit ceci, qui était dans le passé il était faux que Dion régnerait, on dit qu'elle est vraie, du coup, en vertu de 1, on doit dire qu'elle est nécessairement vraie. Ok ? On doit dire qu'elle est nécessairement vraie, donc elle n'est pas seulement vraie, elle est nécessairement vraie, si on accepte la première proposition de Diodore. Et donc, du coup, celle-ci, qui est sa contradictoire, n'est plus seulement fausse, elle devient nécessairement fausse. Elle devient nécessairement fausse, c'est-à-dire impossible. Celle-ci devient impossible, le nécessairement faux est impossible. Celle-ci devient impossible. Mais comme celle-ci suivait de celle-ci, en vertu de 2, de la deuxième proposition, une chose impossible ne résulte pas d'une possible. En vertu de 2, celle-ci devient aussi nécessairement fausse. En vertu de 2. Ah ouais, c'est du grand art. Nécessairement fausse. Donc, Dion règne devient nécessairement faux. Mais alors, du coup, son contraire, par conséquent, Dion ne règne pas, devient impossible. Devient nécessaire, nécessairement vrai, nécessaire. Et donc, du coup, puisque c'est l'opposé de celui-ci qui est devenu impossible. Alors, du coup, comme elle devient nécessaire, il n'y a plus de possible. Et voilà, il a éliminé le possible. Alors, on voit aussi comment, en supprimant ou bien le 1, le en vertu de 1, ou bien en supprimant le en vertu de 2, donc supprimant une de ces deux propositions, on n'arrive plus à introduire l'impossibilité et donc on sauve le possible. Donc on voit bien comment Cléante ou Chrysippe, en supprimant l'une des deux propositions de départ, arrivait à éviter que tout devienne impossible ou nécessaire. Donc c'est logique. On comprend la logique. Alors, bon, on comprend la logique, mais tout de même, on a juste montré que le raisonnement de Diodore qui évacuait l'impossible n'est pas valide. On n'a toujours pas montré positivement qu'il y a des possibles. Alors comment est-ce qu'on va le montrer positivement ? Alors c'est là qu'on a un texte peut-être plus intéressant parce que justement moins simplement polémique, moins juste une dispute. C'est le texte 3 de Diogène, issu de Diogène Laërce, qui donne une définition très précise et très rigoureuse de ce que c'est le possible, l'impossible, le nécessaire et le non nécessaire. On parle toujours de proposition, si on est toujours dans une logique de proposition. Donc, est possible la proposition susceptible d'être vraie si rien d'extérieur ne l'empêche d'être vraie. Par exemple, Dioclès est vivant. Je reprendrai chacune une à une. Est impossible celle qui n'est pas susceptible d'être vraie. Par exemple, la terre vole. Est nécessaire celle qui est vraie et n'est pas susceptible d'être fausse, ou bien qui est susceptible d'être fausse, mais que les choses extérieures empêchent de l'être. Par exemple, la vertu est utile. Est non nécessaire celle qui à la fois est vraie et est susceptible d'être fausse, et que les choses extérieures n'empêchent en rien d'être fausses. Par exemple, Dion se promène. Alors, c'est très important de ces définitions. On va essayer d'y trouver un indice implicite, parce que explicitement il n'y en a pas, mais un indice implicite qu'une liberté de l'action est possible. C'est ça qu'on y cherche. Donc, mais il faut les analyser pour révéler ce qui est implicite. Donc, est-ce que cet indice se trouve dans la définition du possible ? Donc, qu'est-ce que c'est que la proposition possible ? Celle qui est susceptible d'être vraie. Alors, ce n'est pas en vertu de causes extérieures, puisque ça vient après. Alors, en quel sens il faut comprendre susceptible d'être vrai ? Il faut le comprendre comme il n'y a pas de contradiction logique entre le sujet et le prédicat. Ce sujet peut bien recevoir ce prédicat. La nature du sujet admet effectivement ce prédicat. Si on regarde l'exemple, Dioclès est vivant, il n'y a pas de contradiction logique à dire ça. Dioclès, effectivement, donc c'est le nom d'un homme, donc il est susceptible d'être vivant. Elle n'est pas nécessaire non plus, cette proposition, puisqu'il est aussi susceptible d'être mort.
étant Dioclès. Donc, sans avoir de plus amples informations, on peut juste dire que Dioclès admet aussi bien d'être vivant que mort. Donc il est susceptible, cette proposition est susceptible d'être vraie. Si rien d'extérieur ne l'empêche d'être vrai, puisque effectivement si quelque chose d'extérieur est venu tuer Dioclès, il n'est plus vivant. Ça va. Enfin, c'est compréhensible. Est impossible celle qui n'est pas susceptible d'être vraie. Bon, là, l'exemple parle de lui-même, c'est très clair, et on voit que c'est une impossibilité justement, par contradiction entre la nature du sujet et le prédicat. Étant donné la nature de la terre, elle ne peut pas recevoir ce prédicat volé. Donc, c'est grâce à cet exemple-là qu'on peut confirmer que dans la première proposition, il s'agissait bien d'une susceptibilité de nature, dans la nature du sujet. Jusque-là, je crois que c'est assez clair comme définition. Est nécessaire celle qui est vraie et n'est pas susceptible d'être fausse. Alors ça va de soi parce que pour qu'elle soit nécessaire, il faut qu'elle ne puisse pas être autrement. C'est la définition même du nécessaire habituel. Et on peut prendre comme exemple une proposition générale comme « tous les hommes sont mortels », parce qu'il est bien dans la nature des humains d'être mortels et il n'y a pas d'alternative. C'est pas qu'ils sont susceptibles d'être mortels ou immortels, non. Ils sont nécessairement et uniquement mortels. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. Donc ça fait vraiment partie de la nature du sujet d'être mortel. Si jamais on découvrait un jour un homme qui ne l'est pas, ce n'est plus un homme. Évidemment, puisqu'il échappe à la condition animale et même la condition de tout le vivant. C'est plus un homme. Donc ça, c'est une définition habituelle du nécessaire. Mais il ajoute une autre possibilité pour être du nécessaire. Ou bien, qui est susceptible d'être fausse. Donc, il n'y a pas d'impossibilité dans la nature du sujet d'être fausse, mais que les choses extérieures empêchent d'être fausses. Et c'est là est valide l'exemple « la vertu est utile ». Comment comprendre cet exemple ? S'il ne s'agissait pas des stoïciens, ce serait compliqué. Mais quand il s'agit des stoïciens, ça nous facilite la tâche. La vertu est utile, ce n'est pas une nécessité du premier type. Donc, on ne dit pas que l'utilité fait partie de la nature de la vertu. On ne dit pas que toute vertu est nécessairement par sa nature utile. On n'a pas besoin, l'utilité ne s'ensuit pas vraiment de la définition, de l'essence même de la vertu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que des choses extérieures empêchent que ce soit faux, donc empêchent qu'elles soient inutiles? Eh bien, dans le système stoïcien, en fait, puisque c'est une providence et que tout est réglé de la meilleure façon possible, alors chaque fois que je me conduis vertueusement et que ça ne me paraît pas utile parce que j'en tire un désavantage, ce qui est courant, on le sait, c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre dans la nécessité du premier type, il arrive qu'on en tire un désavantage. Eh bien, en fait, en réalité, la phrase n'est toujours pas fausse, ce n'est toujours pas faux qu'elle a été utile, parce que, étant donné la providence universelle, elle est de toute façon utile. Je ne sais pas pourquoi nécessairement, ou peut-être ce n'est pas une utilité immédiate que je vais tout de suite constater ou qui va tout de suite me concerner, mais elle l'est, en vertu de cette providence, en vertu de cet enchaînement. Et si ce n'est pas pour moi immédiatement, ce sera pour autre chose, mais elle sera utile pour quelque chose. Mon geste vertueux sera de toute façon utile pour quelque chose. Donc vous voyez une nécessité qui n'est pas dans la nature de la naissance de la chose, mais que quelque chose d'extérieur peut pousser à être toujours tel. Donc en vertu de quelque chose d'extérieur, là, il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Vous voyez, c'est une nécessité, toujours, ça ne peut pas être autrement, mais c'est en vertu de quelque chose d'extérieur et non pas seulement en vertu de sa propre nature. Donc là, on comprend de nouveau. Et enfin, le non nécessaire est celle qui est à la fois vraie et est susceptible d'être fausse, donc forcément, puisque sinon elle serait nécessaire, et que les choses extérieures n'empêchent en rien d'être fausses. Par exemple, Dion se promène. Donc Dion se promène, c'est vrai, on pose en tout cas que là, il est en train de le faire. Elle est susceptible d'être fausse. Oui, parce que Dion peut aussi admettre de ne pas se promener. Ça, c'est tout à fait admis par la nature du sujet de ne pas se promener. Donc elle est susceptible d'être fausse. Et les choses extérieures n'empêchent pas que ce soit faux. Autrement dit, il n'y a rien qui contraint Dion à se promener. Il n'y a rien qui l'empêche de ne pas se promener.
rien n'empêche que ce soit faux. Donc rien ne l'empêche de ne pas se promener. Autrement dit, rien ne le contraint à se promener. Si j'empêche quelqu'un de ne pas se promener, ça veut dire que je l'oblige à se promener. Okay? Et donc là, il n'y a rien qui a obligé Dion à se promener. Donc il se promène, sa nature ne l'oblige pas à se promener, et rien d'extérieur non plus ne l'oblige à se promener. Alors pourquoi il se promène ? C'est là la cause qu'on cherchait. C'est là que implicitement, on doit ajouter une troisième cause, un troisième élément qui peut intervenir et qui a été décisif dans la décision de Dion. Pourquoi il s'est promené ? C'est pas en vertu de sa nature, c'est pas en vertu d'une chose extérieure, alors c'est parce qu'il a décidé. C'est parce qu'il l'a voulu. Donc sa volonté est indépendante des choses extérieures et de sa nature. C'est une troisième causalité indépendante. Donc là, on a trouvé, donc dans cette définition, implicitement, on peut trouver effectivement une place pour une décision qui soit déterminante, qui détermine une action, et qui ne soit ni la nature de la chose, donc pas une nécessité intrinsèque, ni une nécessité extérieure. Alors c'est formidable, oui, c'est formidable, sauf qu'on ne voit pas comment maintenant rendre cette définition compatible avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ce déterminisme causal, ce monisme strict, où on disait bien « rien ne peut venir briser les enchaînements ». Ici, ça les brise, puisque tous les événements qui se passent autour de Dion n'ont pas empêché qu'il se promène ou non à sa guise. Là, on a brisé quelque chose. Bon. Comment rendre ça compatible ? Alors, on va aller voir sa théorie des causes, et en particulier les causes de l'action humaine, pour savoir un peu plus sur comment il justifie cette cause particulière. Pour le résumer rapidement, donc chez les stoïciens, les motifs de l'action sont... le moteur principal de l'action, c'est le désir, mais au lieu de l'appeler du même nom qu'on utilisait avant pour désir, il l'appelle d'un mot que du coup on traduit plutôt par la tendance, c'est le mot hormé. Ça veut dire l'élan, la tendance vers quelque chose, c'est à peu près la même chose que l'orexis chez Aristote. Donc il faut qu'il y ait ça comme moteur de l'action, et puis il faut qu'il y ait un stimulant extérieur, il faut qu'il y ait quelque chose qui, de l'extérieur, suscite ce désir. Donc il y a toujours quelque chose qui est responsable de l'action de l'extérieur, même que ce soit directement perçu ou que ce soit simplement imaginé. Vous pouvez, votre désir peut être mu ou par quelque chose qui est là, ou par quelque chose que vous imaginez, ou dont vous sentez, auquel vous pensez, et dont vous sentez que vous devez faire quelque chose. Bon. Donc il y a toujours quelque chose d'extérieur, plus le désir qui est intérieur. Et chez les êtres, donc ça c'est chez tous les animaux, et chez les êtres humains, il y a en plus quelque chose qui peut venir s'opposer à ce que le désir suive l'impression extérieure. Quelque chose peut venir s'opposer, et c'est la faculté qu'ils appellent directrice, qui est à peu près, qu'on peut plus ou moins assimiler à la raison, et qui va donner ou non son assentiment. Donc ici, le mot-clé, c'est l'assentiment. Pour que, effectivement, l'impression extérieure qui suscite le désir soit suivie d'une action désirante, il faut qu'il y ait assentiment. Et cet assentiment ne sera donné que si la raison estime que c'est une bonne chose à faire. Donc ici, évidemment, il y a place pour tout ce qu'on a vu précédemment, la délibération, le fait de peser le pour et le contre, le fait d'avoir des lois morales peut-être, ou des lois politiques qui nous en empêchent. Tout ça entre dans cette notion d'assentiment. L'assentiment ne sera pas donné si la raison dit non. Mais la question, évidemment, pour nous, ça va être, est-ce que cet assentiment est donné de manière tout à fait libre ? Si l'assentiment, effectivement, est libre et indépendant de toute causalité nécessaire, déterminante, alors on pourra dire que, oui, les stoïciens ont vraiment une théorie de la liberté. Mais on aura toujours pas compris en quoi c'est compatible avec ce qu'ils affirment dans leur déterminisme intégral. Donc on peut lire le quatrième texte, qui est la réponse de Chrysippe. Donc c'est un texte de Cicéron dans son traité du destin, et c'est la réponse de Chrysippe à cette difficulté justement qui est
si tout est l'effet de cause antérieure, comme on l'a vu dans le premier texte, si tout est l'effet de cause antérieure, alors l'assentiment aussi doit être l'effet de cause antérieure. Et donc l'assentiment, il sera causé par, peu importe ce qu'on dit, que sont ces causes. C'est bien sûr les influences extérieures, mais ça peut être aussi causé par quelque chose d'intérieur, mais en tout cas contre quoi on ne peut rien. Si on suit cette idée de causes antérieures qui entraînent toujours leur effet nécessairement. Donc Cicéron rappelle cette objection, et puis il donne la réponse de Chrysippe. Si toute chose, donc c'est la réponse, si toute chose se produise par le destin, il en résulte bien que toutes se produisent par des causes antérieures. Non pas cependant des causes principales et complètes. Alors là, donc, on a une distinction entre les causes. Les causes complètes, perfectae en latin, ou autotélos en grec, ce sont des causes qu'on appellera un peu plus tard suffisantes. Ce sont des causes suffisantes. On dit il y a d'une part des causes principales et suffisantes, c'est-à-dire qui, à elles seules, sont capables de produire un effet ou une action. Mais il y a aussi des causes auxiliaires et prochaines. Prochaine traduit proximae, les plus proches, et c'est en fait la cause qui vient juste avant un effet, juste avant une action, mais dont on va dire que ce n'est pas parce qu'elle vient juste avant, et donc elle suscite ou elle déclenche quelque chose, que pour autant elle est entièrement responsable. Ce n'est pas pour autant qu'elle est suffisante et principale. Si ces dernières, les causes prochaines, ne sont pas en notre pouvoir, parce que, par exemple, c'est tout ce qui nous vient de l'extérieur, typiquement, par exemple, un objet de désir. Si elles ne sont pas en notre pouvoir, il n'en résulte pas que l'impulsion non plus ne soit pas en notre pouvoir. L'impulsion ou l'élan, c'est toujours le mot hors mais. De même que quelqu'un, et alors voilà un exemple, une comparaison, une analogie que faisait Chrysippe, pour essayer de montrer la différence entre ce qui est principal et qui est intérieur et dépend de nous, et ce qui est simplement prochain, simplement un déclencheur mais pas suffisant, qui est extérieur. Il dit donc, de même que quelqu'un qui a poussé un cylindre lui a donné le commencement du mouvement, mais ne lui a pas donné la capacité de rouler. Donc si on prend un objet cylindrique, effectivement, je le pose sur une surface plane, je lui donne une petite impulsion. La petite impulsion, c'est la cause prochaine qui lui donne le commencement du mouvement. Mais en fait, cette cause ne serait pas suffisante si cet objet n'était pas cylindrique. Si je donne la même petite impulsion à un objet beaucoup plus stable comme celui-ci, ça ne le fera pas rouler. Donc, on voit bien que ce n'est pas, la pression extérieure qui a fait rouler l'objet, c'est le fait qu'il soit cylindrique qui l'a fait rouler principalement. C'est ça la cause principale, c'est sa forme cylindrique. Donc, ainsi, l'assentiment restera en notre pouvoir. J'ai passé une ligne. Ainsi, l'objet perçu imprimera et en quelque sorte gravera sa forme dans notre esprit, mais notre assentiment restera en notre pouvoir. Donc l'objet extérieur, l'impression qui nous vient de l'extérieur, agira comme la petite poussée que j'ai donnée à l'objet, mais si ma raison n'est pas disposée de telle manière qu'elle se laisse pousser, comme le cylindre, elle ne bougera pas, elle ne donnera pas son assentiment. Et comme on l'a dit pour le cylindre, provoqué par une poussée extérieure, pour le reste, il se mouvra suivant sa propre force et sa propre nature. Donc on voit que ce qu'ils veulent dire, c'est que nous avons des dispositions qui forment notre nature. Alors il faut prendre ici nature dans le sens individuel et pas spécifique. Ce n'est pas la nature de l'espèce, parce que si c'était la nature de l'espèce qui était la cause principale de toutes les actions, et tout le monde agirait de la même façon, puisque nous partageons tous l'espèce, bien sûr. Donc il faut bien comprendre ici la nature de chaque individu. Donc chaque individu a sa propre nature, ou disons son propre caractère, sa propre personnalité, et en fonction de cette personnalité, les influences extérieures vont être interprétées ou activées de manière différente. Donc la cause principale, c'est bien notre caractère. D'accord, mais il n'a toujours pas répondu à l'objection.
qu'est-ce qui forme notre caractère? Est-ce que, on avait vu cette objection, est-ce qu'on ne peut pas dire malgré tout que ce qui a formé notre caractère nous est venu de l'extérieur, puisque c'est venu de nos parents, hein, en tant que géniteurs, et en tant qu'éducateurs, et puis de tout le reste. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas obligé quand même de reconnaître que notre caractère est forgé par l'extérieur, et que par conséquent, il est quand même lié à toutes les causes antécédentes et n'est pas indépendant. Hein, comment, à partir de ce texte, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a une indépendance de cet assentiment? Donc on a l'impression que ça ne suffit pas. Puisque l'analogie avec le cylindre ne nous le montre pas non plus, parce que le cylindre lui-même, sa forme cylindrique, quelque chose la lui a donnée. Elle lui vient aussi de l'extérieur, finalement. Il a bien dû la recevoir, ou bien de la nature, parce qu'il a été formé comme ça, ou bien de quelqu'un qui l'a taillé en forme de cylindre. Donc de toute façon, même l'analogie ne nous permet pas d'assurer que cette disposition ou cette forme intérieure n'est pas en fait ultimement due à l'extérieur. Alors, est-ce que la distinction entre causes insuffisantes et suffisantes suffit à garantir notre liberté, à expliquer une indépendance de notre volonté? Cicéron, en fait, emprunte ce couple-là, suffisant-insuffisant, en réalité pas à Chrysippe. Donc, ce qui vient de Chrysippe, c'est l'analogie avec le cylindre, et la distinction entre cause principale et prochaine, mais ce qui est vraiment en cause suffisante et insuffisante, Cicéron va surtout le chercher chez Carnéade, donc chez Carnéade, dont je vous ai parlé comme le représentant de la nouvelle académie, qui est le courant dans lequel s'inscrit Cicéron. Et Carnéade, en fait, distingue tout ce qui a précédé un événement et sans quoi il n'aurait pas pu avoir lieu. Donc il dit bien, il y a toute une série de choses sans lesquelles un événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et si on parle d'une action humaine, on peut inclure dans tout ce sans quoi, en fait, toute l'histoire de cet individu, parce que s'il n'était pas lui, il ne ferait pas ça. S'il n'était pas dans telle situation à tel moment, il ne ferait pas ça. Si ses parents ne l'avaient pas mis au monde, il ne ferait pas ça. Si ses parents n'avaient pas existé, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont des conditions sans lesquelles quelque chose ne peut pas, une action ne peut pas avoir lieu. Mais tout ça, dit Carnéade, on devrait plutôt l'appeler donc le ce sans quoi, c'est-à-dire des conditions et non pas des causes. Et pour ce qui est des causes, on ne doit pas remonter comme ça à tout ce qui précède jusqu'à l'infini, potentiellement. Ça, ce n'est pas des causes, c'est juste des conditions. En fait, la cause pour laquelle je vous parle maintenant, ce n'est pas que ma grand-mère a mis au monde mon père. C'est absurde de dire que la cause, vous voyez, que la cause du fait que je vous parle est que ma grand-mère a engendré, bien entendu, si mon père n'avait pas été mis au monde, moi non plus, etc. Donc c'est une condition, ce n'est pas une cause. Et donc, Carnéade distingue de ça ce qui est vraiment une cause, et il l'appelle ce sans quoi l'action ou l'événement ne peut pas se faire. Ce par quoi, ce sans quoi c'était la condition, ce par quoi l'événement doit effectivement être produit. Et il l'appelle la causa efficiens, parce que efficere, ça veut dire se produire. Ce qui fait que ça se produit, c'est la cause efficiente. C'est l'origine de l'expression cause efficiente. Donc voilà une grande différence. Toutes les conditions qui ont précédé un événement, sans lesquelles on n'aurait pas été dans la situation où il puisse se produire. Tout ça est nécessaire mais insuffisant. Et seule la cause qui a vraiment produit, donc qui a été efficiente, qui a vraiment produit l'événement, seule celle-là est suffisante. Okay ? Mais qu'est-ce qui nous dit maintenant que celle-là n'est pas non plus nécessaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous dit que, en fait, la raison pour laquelle, là, en admettant qu'effectivement je vous parle selon une décision qui ne remonte pas à Mathusalem, il n'empêche cette décision, si elle remonte à moi, qu'est-ce qui a fait que je l'ai prise? Est-ce que, tout de même, ce n'est pas un effet nécessaire de ce que je suis, de telle façon qu'il n'y a pas d'autre possibilité? Et Carnéade, il faut le dire, ne faisait pas reposer donc
sa conception, il avait une conception de la volonté libre, mais il ne la faisait pas reposer sur la distinction entre causes nécessaires, suffisantes et insuffisantes. Il ne disait pas qu'il suffisait de faire cette distinction pour que la liberté soit garantie. En réalité, il disait, nous avons une volonté libre parce que c'est évident, parce qu'on en a l'expérience. C'est vraiment de manière empirique, par expérience, qu'il disait, on a une volonté libre. Et une phrase par laquelle il s'exprimait, c'est « au mouvement volontaire de l'âme », donc au mouvement volontaire de l'âme, donc volontaire et libre, il ne faut pas chercher de cause externe. Car le mouvement volontaire a pour nature propre d'être en notre pouvoir et en notre dépendance. C'est sa nature, c'est la nature du mouvement volontaire d'être en notre pouvoir, donc d'être exécuté à notre gré, à notre guise. Et non sans cause, et il n'est pas sans cause, car sa cause est sa nature même. Donc, le mouvement volontaire, c'est bien un mouvement qui a une cause, la volonté, mais c'est sa nature même. Donc, il y a une sorte de définition donnée par l'évidence et qui n'est pas ultimement justifiée. Si on définit que, par définition, ce qui est volontaire est en notre pouvoir, il nous manque, qu'est-ce qui nous manque encore? C'est cette justification qui fait que on comprend pourquoi nous avons cette faculté. Pourquoi nous, et seulement nous éventuellement, avons cette faculté d'avoir un pouvoir indépendant, une volonté indépendante de tout ce qui est extérieur. Donc ça, on n'a toujours pas résolu. Alors, je vous signale encore un argument qu'on trouve chez Chrysippe. Un argument donc qui est une variante et qui est une variante de tous ces arguments déjà vus et qui se trouve dans le contexte plus spécifiquement moral. Donc c'est vraiment par rapport à la responsabilité morale. Et il se trouve chez Alexandre d'Aphrodise. Alexandre dit que Chrysippe disait que pour qu'on soit responsable moralement d'une action, il ne faut pas qu'on ait eu le choix de faire autrement. Il ne faut pas qu'on ait eu le choix entre deux possibles. Donc je suis responsable d'une action si je l'ai faite par moi-même, sans contrainte extérieure. Donc on a deux conditions qui sont, il faut que je sois l'agent, la source de la chose, de l'action, et il faut qu'il n'y ait pas de contrainte extérieure. Bon, ça, c'est deux conditions pour qu'on puisse parler d'un acte libre et volontaire. Ok. Mais pour lui, il ne faut pas qu'il y ait en plus la condition que j'ai eu la possibilité effective de faire autrement. Donc supposons même que je n'ai pas de choix, je n'ai qu'un seul choix, si néanmoins je le fais volontairement, je suis responsable. Et donc, alors lui, ça lui permettait évidemment de concilier la responsabilité morale avec un enchaînement de causes nécessaires. Parce qu'il pouvait dire à partir de là, de toute façon, les choses vont arriver par le destin. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il répète 1000 fois, les choses vont de toute façon arriver par le destin, mais je suis responsable de les avoir voulues. Je suis responsable non pas finalement de ce qui arrive vraiment, mais de l'avoir voulu. Et le fait qu'on veut, ça on le constate évidemment, empiriquement. Donc si nous ignorons quelle est la chose qui va de toute façon avoir lieu, ça on l'ignore, donc il faut quand même la vouloir, on la veut quand même. Et donc, on peut vouloir bien ou vouloir mal. À partir du moment où il reste du bien et du mal, il y a des actions qui sont voulues et qui sont voulues parce qu'elles sont bonnes. Celles-là, on va y attacher de la louange, on va les encourager, on va les trouver morales. Et il y a des actions qui sont mauvaises et qu'on peut vouloir néanmoins réaliser. Et donc, à ça, il est normal que soit attaché du blâme et que ce soit condamné comme immoral. Vous voyez, donc on peut garder la morale tout en disant que de toute façon on n'avait pas le choix. Parce que même s'il n'y avait pas d'autre possibilité, on l'a voulu. Donc ça c'est assez redoutable comme argument, et c'est un argument qui a été repris à l'époque contemporaine donc par plusieurs auteurs, et en fait on peut même dire que depuis des décennies, il y a un débat qui a rempli des milliers de pages de revues sur ce genre de questions. Et surtout chez les spécialistes de langue anglaise. Alors pourquoi surtout chez eux? Parce que comme je vous ai dit, ils aiment bien,
ils sont très très attachés à ce qui est vraiment des raisonnements logiques et des questions qu'on peut résoudre par la logique. Et donc c'est par la logique qu'ils essayent de résoudre le problème de la liberté. Alors qu'on peut dire que les auteurs de langue française du XXe siècle essayent plutôt de résoudre le problème de la liberté par l'ontologie. Donc en se disant quel type d'être c'est, quel type d'être faut-il pour que la liberté soit possible. Donc comme ils passent par la logique, ils sont beaucoup plus en rapport avec les stoïciens qui eux aussi faisaient passer la plupart de leurs arguments sur le terrain logique. Et donc, dans toute cette énorme littérature, avec toutes ces variantes sur ce principe de la responsabilité qui peut se passer d'une vraie alternative, je vais retenir juste un exemple. C'est l'exemple d'un auteur qui est très connu et auquel les autres se réfèrent souvent. Alors, il s'appelle Harry Frankfurt. Et il propose une mise en scène en pensée. Il dit, supposons qu'une personne A en assassine une autre B. Et qu'il était prévu que si A renonçait à son acte, si A décidait de ne pas l'assassiner, il y avait une troisième personne, C, qui avait les moyens de contraindre A à accomplir son geste, non pas de l'extérieur, non pas par une contrainte extérieure, mais en influençant directement son esprit, donc en emportant une décision positive dans son esprit. Bon, alors c'est une fiction, bien sûr, peu importe que ce soit possible ou non. Ce qu'on veut simplement dire par là, c'est si A a accompli lui-même cet assassinat, on le juge responsable et coupable. Si C a dû intervenir, on juge que A n'est pas responsable ni coupable, puisque c'est C qui a emporté sa décision. C'est C qui a causé sa décision, c'est pas lui, c'est pas A. Or, dans la situation telle qu'elle est décrite, Frankfurt dit A n'avait pas réellement le choix, puisque de toute façon, il allait assassiner B. Il n'avait pas d'alternative, il allait de toute façon l'assassiner, ou bien de lui-même, ou bien par l'intermédiaire de C qui allait s'emparer de sa volonté. Donc de toute façon, il n'avait pas le choix, la chose allait se faire. Et par conséquent, on condamne simplement le fait qu'il ait voulu le faire, et donc il est condamné simplement parce qu'il a voulu le faire, même si de toute façon il l'aurait fait. C'est le même raisonnement que celui de Chrysippe, vous voyez, c'est le même type de raisonnement. Or, ce raisonnement a été réfuté. Celui de Frankfurt, on peut le réfuter, parce que la faiblesse de cet argument, c'est que si C doit intervenir, c'est que A a déjà pris la décision de ne pas assassiner. Donc, au moment où il a pris sa décision, il avait le choix. Il a pris la décision d'assassiner ou de ne pas assassiner. Et c'est seulement après qu'il ait pris sa décision de ne pas le faire que C intervient pour l'obliger. Donc il a eu le choix. Il a effectivement décidé d'assassiner et non pas de ne pas le faire. Donc en fait, sa décision est volontaire parce qu'il avait une alternative. Lui, il avait une alternative. Il devait décider. C'était à lui de décider s'il assassinait ou pas. Et peu importe que, dans le cas contraire, ça se serait fait quand même. Vous voyez ? Donc en fait, il faut rajouter cette troisième condition et dire que pour qu'un acte soit vraiment volontaire, on doit avoir d'une part que l'agent lui-même l'accomplit, qu'il le fait sans contrainte extérieure et qu'il aurait pu agir autrement. Il aurait pu agir autrement est une condition nécessaire. Voilà, donc on a avancé un petit peu sur le plan logique dans toute cette affaire. On a vu quels sont les types de positions qui pouvaient être défendues, mais qu'est-ce qu'on peut conclure sur les stoïciens ? C'est que, à moins que vous ayez un avis contraire, que vous me direz, il me semble qu'ils ne sont pas parvenus, en fait, à montrer le compatibilisme. Ils ne sont pas parvenus à montrer qu'on pouvait à la fois avoir un déterminisme fataliste avec un enchaînement complet, intégral de causes, et en même temps dire qu'il y a une action libre, ce que par contre ils ont bien essayé de dire.
ils ont essayé de dire qu'il y avait un non nécessaire, une action non nécessaire, et ils ont essayé de dire qu'il y avait une responsabilité morale de l'individu. Il me semble qu'ils ne sont pas arrivés à montrer que les deux étaient bien compatibles. Et en plus, il me semble aussi qu'on n'a toujours pas répondu à la grande difficulté qui est est-ce qu'on peut agir autrement qu'on est ? Est-ce que ce qu'on est devenu progressivement indépendamment de nous ne nous force pas à agir tel qu'on est ? Et ça, c'est une question que la logique ne va pas pouvoir résoudre. Ça, c'est une question pour laquelle il faut passer par une enquête de type ontologique, c'est-à-dire où on va se dire quel type de chose doit être cette faculté pour pouvoir briser les enchaînements du passé. C'est ce qu'on verra avec des auteurs beaucoup plus récents, du coup. Et en fait, on a vu aussi que ceux qui affirmaient la volonté, enfin on a revu et reconfirmé que ceux qui affirmaient simplement empiriquement la volonté étaient obligés de l'affirmer comme une sorte de mystère. On constate que oui, on veut, et qu'on a l'impression de faire des actes volontaires, mais on est incapable de l'expliquer, c'est comme un mystère. Ils n'ont pas d'explication. Donc voilà où on en est à ce stade. Suite à la semaine prochaine. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la nécessité absolue pour les stoïciens de poser le déterminisme. Oui, on peut se demander pourquoi ils avaient tellement ça à cœur. La question c'est, quelle est la nécessité pour les stoïciens d'insister tellement sur ce déterminisme ? Pourquoi ça leur tenait tellement à cœur le déterminisme ? De fait, on peut juste dire que c'est tout à fait cohérent avec l'ensemble de toutes leurs affirmations, puisqu'ils veulent qu'il y ait une providence. Et ils veulent qu'il y ait une sympathie universelle. Ils veulent que tous les étangs soient liés entre eux d'une certaine façon. Alors, pourquoi ils veulent ça ? Bon, ça, on peut pas le savoir. Mais c'est cohérent aussi avec toute leur analyse physique, tout leur système physique, par lesquels ils essayent d'expliquer, mais là de manière beaucoup plus scientifique, comment la matière se transforme. Donc là, il y a quand même la question physique de départ, c'est toujours comment ça se fait qu'une matière générale peut produire des tas de choses différentes. De la même matière, il sort des tas d'êtres, des vivants, des non-vivants, des plantes, des animaux. Et donc, leur réponse, c'est par le logos. Mais ça a déjà été préparé par Aristote. On est déjà dans cette idée de matière et de forme. Alors simplement, on change les mots. Au lieu d'être l'eidos, la forme, ça devient un logos qui passe par le pneuma et puis qui vient informer, mais c'est toujours la même chose. En fait, on a besoin de cette idée. Et chez Aristote, il y avait pas, tout ça n'était pas relié entre soi. En fait, toutes les eidés étaient indépendantes les unes des autres. La forme de l'être humain, la forme du chat, la forme du chêne, tout ça était indépendant l'un de l'autre. Et je pense que ça leur a apparu comme une faiblesse de la théorie, si tout ça n'était pas relié par un seul et même principe. Il est impossible de réunir toutes les formes aristotéliciennes dans une seule, ou dans une d'où elles viendraient toutes. Ça n'existe pas chez Aristote. C'est éparpillé, c'est des essences éparpillées. Et je suppose que ça a été senti comme une faiblesse et qu'ils ont dit non, il faut unifier cette théorie de la forme et donc qu'il y ait une seule forme qui soit responsable de toutes les autres. En plus de la justification, évidemment, à partir du moment où on veut aussi que ce ne soit pas quelconque, c'est-à-dire que ces formes ne soient pas quelconques, mais qu'elles soient les meilleures possibles. Alors là, évidemment, on doit aussi introduire un principe unique et qui gouverne tout et qui est nécessaire, puisqu'il faut qu'il imprime sa nécessité dans chacune des choses. Donc en fait, je pense qu'on peut reconstituer comment, progressivement, ils en sont venus à ça, mais c'est vrai qu'il reste toujours quelque chose comme un choix de départ, le choix de dire on veut qu'il y ait une providence et une unification et une justification de toutes les formes. On ne veut pas que les formes soient, en fin de compte, contingentes. Que ce soit celle-là ou d'autres. Voilà. C'est vraiment deux positions de principe par rapport à tout ce qui existe. Est-ce que tout ce qui existe pour une bonne raison, comme ça et pas autrement ?
Ou bien, est-ce que tout ce qui existe aurait pu être autrement? C'est comme ça, mais il n'y a aucune nécessité à ce que ce soit ces formes-là, pourquoi pas d'autres, voilà. Et donc, on peut vraiment départager les auteurs entre ceux qui défendent une certaine justification de ce qui est, et les autres qui n'en défendent pas. Et les stoïciens sont dans ce courant, hein, où il faut justifier ce qui est. Je pense que c'est une... À ce moment-là, la nécessité s'ensuit. Je n'ai pas tout à fait compris, comme dans Diogène, où vous avez dit qu'il dit que c'est nécessaire qu'ils prennent cette décision de se promener. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi ça c'est nécessaire et pourquoi c'est pas cette rupture dont parle Aristote. Alors, oui, le non nécessaire, hein, c'est la définition du non nécessaire. Oui. Donc, je reprends le troisième texte. Est non nécessaire, celle qui à la fois est vraie et est susceptible d'être fausse, et que les choses extérieures n'empêchent en rien d'être fausses. Par exemple, dit on se promène. Donc celle-là, elle est bien dite non nécessaire. Donc elle est vraie, mais elle pourrait être fausse, donc elle n'est pas nécessairement vraie, et elle n'est pas non plus nécessitée par l'extérieur, puisque l'extérieur n'empêchait pas qu'il ne se promène pas. Donc en fait, elle est non nécessaire, elle est contingente. Oui, c'est là qu'on a vu qu'il y avait effectivement une affirmation d'une décision qui ne pouvait appartenir qu'à Dion et qui était indépendante à la fois des causes extérieures et des nécessités de sa propre nature. Donc on a dit, oui, là, il y a implicitement, parce qu'il ne dit pas, donc il est libre, etc., mais implicitement, oui, là, il y a place pour une vraie action volontaire. Et la seule difficulté qui restait, c'était, mais comment est-ce qu'alors on peut rendre ce texte-là compatible avec les autres? C'était ça la difficulté. Voilà, ouais. Oui, oui, je sais que tout s'enchaîne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas réussi à résoudre cette contradiction, mais en même temps, ils acceptent quand même qu'il y ait une volonté. Oui, et plus qu'ils acceptent, ils l'affirment. Ils l'affirment. Et donc, ils affirment aussi tout le reste qui va avec la morale. Dire, hein. Parce qu'ils font d'une morale. Absolument. Oui. Est-ce qu'on peut considérer Spinoza comme stoïcien? Ah, évidemment. Non, je suis contente que vous l'ayez remarqué. Le système, alors c'est pas exclusivement bien sûr, mais le système spinoziste ressemble fort effectivement, et beaucoup d'arguments sont les mêmes. Oui, il ressemble fort. Si ce n'est que bon, il y a quand même certains éléments qui sont issus du christianisme. Enfin, même si le Dieu n'est pas non plus le Dieu chrétien, celui de Spinoza, mais il y a un fond stoïcien extrêmement fort. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vais un petit peu en reparler. Et d'ailleurs, on va avoir le même problème. Spinoza va se retrouver confronté au même problème, c'est-à-dire il a un système complètement déterministe, et pourtant, il revendique la liberté humaine. Mais seulement, il va définir cette liberté comme différemment des stoïciens, il va définir cette liberté comme la connaissance du déterminisme. Donc ça, c'est différent de ce que disent les stoïciens. Alors, peut-être hors sujet à nouveau, je suis navré, mais je fais une digression par rapport à la situation du non-art aujourd'hui, de l'art contemporain, entre guillemets. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le départ du texte, c'est l'enchaînement des choses, tout est lié, impossible à briser. Et en cas de rupture, je interprète ça comme ça, en cas de rupture de l'ensemble, je prends à la fin, il y aurait un mouvement sans cause. Et ça me parle beaucoup parce que je trouve que ça résume une situation, mais ça, c'est très discutable, hein, je ne te demande pas de trancher, mais je trouve qu'on marche sur la tête, quoi, pour ce qui concerne les arts plastiques, visuels. C'est une cause indéfendable aujourd'hui. Si on dit ça, on est exclu du monde de l'art. Donc c'est évidemment des choses qui me questionnent beaucoup. Mais toi, dans quel sens tu penses que ça fonctionne actuellement? Tu veux dire, est-ce qu'on est dans le mouvement sans cause? Mais c'est ça? Ce qui règne, ce qui fait que tout est lié, c'est plus précis que ça. Il y a les déflagrations des
des retours qui sont nécessaires, ça c'est inclus dans l'histoire de l'art. Mais là on est arrivé à une aporie totale, quoi. Mais depuis un demi-siècle, enfin depuis même le début du XXe. Dans le raisonnement on en revient toujours à ce problème de sophisme. Affirmer des choses qui n'existent pas. Je vais m'égarer, puis c'est pas le sujet. Non, mais par contre, tu tends une perche intéressante là qui est, tu vois dans l'art, ce que serait un mouvement sans cause, ce serait la création pure. C'est-à-dire ce qui serait vraiment une création entièrement nouvelle et qui ne dépend pas du tout de ce qui a précédé. Ça, ce serait un mouvement sans cause dans l'art. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça existe ? C'est discutable. Est-ce qu'on peut dire qu'en art, il y a des mouvements de création qui recommencent vraiment quelque chose d'entièrement neuf et ne dépendent pas de ce qui a précédé ? C'est ça qui serait le mouvement sans cause, rien d'autre. Oui, mais j'en reviens au déterminisme intégral. Enfin, je veux dire, tout ce que dit ce texte, tous les étangs qui sont gouvernés par la nature vivante, rationnelle et pensante, et possèdent une direction éternelle qui se déploie selon un certain enchaînement ordonné, quoi. Ça me paraît être l'histoire de l'art jusqu'à nous, début du siècle. C'est ça. C'est un continuum. Un continuum où tu penses que chaque mouvement qui suit est une transformation nécessaire de ce qui a précédé. Oui, qu'elle soit une régression totale, qu'elle soit une rupture, mais liée à quelque chose. Voilà, parce que même la rupture, évidemment, se réfère à ce qui a précédé pour le nier, pour le dépasser, et donc, effectivement, chacun est dépendant de ce qui a précédé. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un art sans cause. Enfin, voilà. Oui, je vois. Et pourtant, c'est une revendication de l'art, la création. C'est une revendication, la création pure. Oui. Qui va parler pour la création ? C'est pas tellement de la création, mais c'est d'expérience qu'on peut parler. C'est l'expérience là qu'il faut mettre. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est au niveau dans la démarche de l'expérience qui va être faite. Est-ce qu'on appelle ça de l'art ou pas de l'art ? Ça, c'est une autre question. Tu veux dire que l'expérience est une création nouvelle ? Eh oui. Eh oui. Après que cette expérience soit liée aux autres expériences ou qu'il y ait des ruptures et tout, mais je sais pas, si on se réfère à la science, moi je pense que ce qui gêne beaucoup, c'est l'entrechoquement qu'il y a depuis un siècle entre le développement des idées et le développement de la science. Je veux dire, c'est vrai que la science a tendance à être de plus en plus absurde, alors que jusqu'à maintenant, on avait un développement des idées qui était tout le temps sur une certaine logique. Mais oui, ce qui se passe actuellement, que ce soit dans l'art ou partout, c'est que ça nous met vraiment à nu, ça enlève un continuum qu'on pourrait dire animiste, où tout était expliqué, où tout était en relation, où tout était ça. Actuellement, dans la science, on voit que c'est pas si logique que ça, que la logique n'est pas que là-dedans. Voilà. C'est mon point de vue de réflexion. Tu parles plus particulièrement de quel aspect scientifique ? Surtout, entre autres, dans la biologie, dans la physique quantique, dans tous ces aspects-là. Il y a, comment dirais-je, c'est vraiment une autre conception de l'état. Voilà, c'est vraiment une autre conception de... Ouais, je pense qu'on peut dire ça effectivement de la physique quantique, mais peut-être pas de la biologie, puisque là on continue à avoir ce continuum avec l'évolution. C'est effectivement chaque fois une modification nécessaire de ce qui précédait. Et donc là, il n'y a pas vraiment cette idée qu'il y a un effet sans cause. Maintenant, quand on parle de mouvement sans cause dans le texte des stoïciens, il suffit qu'il y ait une toute petite nouveauté, même avec tout le reste qui demeure identique, pour qu'il y ait déjà un effet sans cause. Puisque cette toute petite nouveauté, c'est ça dont on n'arrivera pas à rendre compte s'il n'y a pas de cause. Et s'il n'y avait pas déjà des causes avant, pourquoi il y a eu cette toute petite nouveauté ? Donc même un écart infime doit être justifié par des causes précédentes. Et donc on ne voit pas trop d'où ça peut venir si ça ne vient pas des causes qui existaient déjà avant. Donc c'est ça qui est...
Voilà, c'est ça qui est redoutable, c'est que même, alors bien parce que on peut effectivement assez facilement dire il n'y a pas de création absolument ex nihilo, etc., mais il ne peut même pas y avoir d'innovation puisque tout doit être déduit de ce qui précédait. Donc ça rejoint les philosophies de l'histoire nécessitaristes où dans l'histoire tout s'enchaîne nécessairement parce que sinon quoi? Sinon il y aurait un effet sans cause. Sinon il y aurait une création par des acteurs de quelque chose qui n'existait pas du tout. Et donc, mais bon, je pense au contraire, il y a aussi moyen d'argumenter dans ce sens et de dire que oui, il y a des effets non pas sans cause, mais avec des causes libres. C'est ça. À partir du moment où on accepte qu'il y a des causes libres, tout va bien. Il y a d'une part toutes les causes donc qui poussent nécessairement en venant du passé et en menant nécessairement à quelque chose, et puis d'autre part il y a des causalités libres qui sont des causes et qui procurent le nouveau. Quoi, Moi je voudrais défendre la causalité dans l'art. La création dans l'art. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défendable logiquement, c'est juste que c'est quelque chose qu'on sent quoi, quand on crée. Et c'est la même chose pour la liberté, c'est que c'est quelque chose qu'on sent quand on agit. Et donc soit on ne fait pas confiance à ce qu'on sent et on dit que c'est une illusion, et que c'est influencé, même si on ne s'en rend pas compte, par l'inconscient, par plein de choses, et influencé nécessairement. Soit on fait confiance à ce qu'on sent et on se dit qu'il y a une cause qui résulte de notre particularité en tant qu'humain et qui se retrouve à la fois dans nos choix libres et dans notre création libre. Ouais. Non, mais c'est... On peut... Pas un savoir, ça n'exclut pas un lien, ça n'exclut pas un héritage. Bien sûr. Non, ça n'exclut pas une influence, mais ça exclut que l'influence soit plus qu'une influence, déterminante. Un bagage, un socle, des constituants. C'est comme pour parler, il faut apprendre l'alphabet, la grammaire. C'est une condition. Oui, c'est une condition qui est nécessaire à la possibilité, mais ça ne veut pas dire que tout sera déjà déterminé à l'avance. Tout ce que tu vas dire n'est pas forcément déjà déterminé par la structure à l'avance. Non. C'est pas ce que dit Chomsky pour le langage. Ou tu exagères un peu. Parce qu'il dit que le langage dépend des structures du cerveau, ce qui est évident. C'est comme si tu dis marcher dépend de tes membres, donc bien sûr. Mais après, ce que chacun dit, le sens ne dépend pas de la structure du cerveau. Ça, il ne le dit pas. Dans ce qu'on a vu aujourd'hui, ils arrivent à un espèce d'opposition. Ils disent qu'ils sentent la liberté, ils disent qu'ils ont un déterminisme, mais ils sont tellement logiques. Est-ce qu'ils n'ont pas remis en question, non pas la liberté, mais leur déterminisme, une fois qu'ils ont trouvé l'argument de dire on a quand même la liberté? Ils ne remettent pas en question leur déterminisme. Non. Alors il y a aussi une petite indication sur... c'est une indication de Cicéron, donc je ne suis pas sûre que ce soit déjà chez les anciens stoïciens, mais qui serait jouer un peu avec le mot destin. Au lieu de dire que le destin est seulement l'enchaînement absolument nécessaire des causes et des effets, on dirait le destin est l'enchaînement et des causes antécédentes et des causes principales qui, elles, ne sont pas déterminées par les causes antécédentes. Si tu inclus alors ça dans le destin, tu peux maintenir une théorie du destin et toutes les phrases disant que tout, absolument tout est réglé par le destin. Évidemment, si tu y inclus quelque chose qui semble lui échapper. Mais en fait, je pense que ça, c'est plutôt un arrangement de Cicéron. C'est plutôt, on voit bien qu'il essaye de concilier et de dire, mais finalement, Chrysippe et ses adversaires disent un peu la même chose. Il suffit de changer un petit peu le sens du mot et ça marchera. Je pense que c'est lui qui essaye de le faire. Mais eux ne l'ont pas proposé. Enfin, on n'a aucun texte où eux le font. Donc effectivement, oui, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils cherchent une cohérence, puisqu'ils sont tellement attachés à la cohérence logique. Mais il faut dire aussi que ce qu'on a vu avec les réfutations de l'argument de Diodore et tout ça, c'est que sur le terrain logique, on se permet parfois beaucoup de sophisme. Enfin, on est parfois, pourvu qu'on ait trouvé un argument contraignant, contre lequel l'adversaire n'arrive pas à répliquer, on s'en contente, alors même que ça n'a pas atteint la vérité. Enfin, voilà.
y a cette ambiguïté en fait de la logique et de la dialectique. Est-ce qu'elles servent vraiment à progresser dans une pensée où l'exigence principale c'est d'arriver à la vérité, donc on ne va pas se contenter d'une première victoire, enfin. Et puis, disons l'ajout de dialectique qui consiste surtout à réfuter l'adversaire, même si on n'a toujours pas vraiment fondé sa propre thèse. Donc je pense qu'ils s'en sortaient toujours un peu habilement, mais en fin de compte, sans être arrivés vraiment au fond, à avoir appuyé le fond de leur théorie. J'aimerais éclairer un peu la proposition susceptible d'être fausse et que les choses extérieures empêchent de l'être. Oui. Parce que si les choses extérieures empêchent de l'être, elle n'est pas susceptible d'être fausse. Et les choses... Pardon, c'était laquelle des définitions ? Nécessaire, c'est la nécessaire, hein, oui. Elle est susceptible d'être fausse, mais que les choses extérieures empêchent d'être fausses. Donc, si les choses extérieures l'empêchent d'être fausse, elle n'est pas susceptible d'être fausse. Mais c'est parce que, en fait, la formule susceptible d'être fausse se situe dans la nature du sujet. Donc, de par la nature du sujet, elle admet le faux. La nature du sujet admet le faux. Donc, si on prend l'exemple de la vertu qui est donné, la vertu admet d'être inutile. Elle admet d'être utile, elle admet d'être inutile. Ce n'est pas contradictoire avec sa définition de dire qu'elle peut être inutile. Donc, en elle-même, elle admet d'être fausse. Mais une circonstance extérieure l'en empêche. Qui est le même et nécessaire. Oui. Ouais. Et qui est plus forte et qui donc va faire qu'elle sera toujours utile. Et donc c'est pour ça que je disais, c'est probablement, en fait, probablement, puisqu'on est dans le cadre stoïcien, il s'agit probablement de cette providence. Et c'est plus fort que tout, donc. On dit la providence utile et nécessaire. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, à la semaine prochaine.